Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver pour vous éclairer au maximum sur les questions de santé. Merci de vous informer à travers votre magazine de santé et de bien-être Lafia. Ce soir, nous allons parler maladie. Pendant longtemps, l'on a cru que cette maladie ne touchait que certaines personnes à risque. Au fil du temps, on s'est rendu compte que petits et grands peuvent être touchés de cette maladie. Je veux parler précisément du diabète. Qu'est-ce que le diabète? Quels dommages peut-il créer chez les patients et leurs proches? Autant de questions qui trouveront leur réponse auprès de nos spécialistes du jour et auprès d'une organisation qui a décidé de prendre la lutte contre le diabète à bras le corps dans l'espoir de le conjuguer bientôt au passé. Je veux parler du Lions Club, le district 403 A3. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Madame Ida Bonzi, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Au nom du peuple burkinabé, je tiens à vous dire merci du fond du cœur pour le combat que vous menez pour le bonheur en fait des patients du diabète. Merci. Et merci d'être sur le plateau avec nous. Merci, madame. Alors, ce soir, nous recevons également un spécialiste. Lui, c'est Dr Pierre Kabouri. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Vous êtes médecin interniste et diabétologue, oui, précisément à l'hôpital de district de Boulmiougou, entre autres. C'est le CEMA de Pissy. C'est ça, oui. Alors, dites-nous, en clair, qu'est-ce qu'un médecin interniste et diabétologue? Merci bien, madame. Je vais être très bref parce que pour définir la médecine interne, c'est quand même très long. Mais on peut retenir que le médecin interniste, c'est ce spécialiste-là qui s'occupe en fait des pathologies chroniques. Mais en fait, le médecin interniste, il va un peu s'opposer au médecin spécialiste d'organes. Je veux dire, le cardiologue, lui, s'occupe du cœur. Le gastro-entérologue s'occupe de tout ce qui est digestif. Mais l'interniste ne s'occupe pas de ces organes-là, mais il s'occupe, en fait, c'est une spécialité qui est une spécialité de diagnostic. Ça veut dire qu'une personne a plusieurs signes ou des signes d'une maladie quelconque, il va voir tel ou tel spécialiste qui lui donne des médicaments, mais après l'effet des médicaments, les signes qu'il ressent continuent. Donc, il va avoir l'interniste qui a une démarche pour aller trouver la cause de ce signe-là. Donc, c'est une spécialité de diagnostic. Après cela, il y a plein d'autres pathologies dont l'interniste peut s'en occuper. Les maladies auto-immunes, les maladies rares, les maladies orphelines, les personnes pluripathologiques, c'est-à-dire des personnes qui ont beaucoup de pathologies à la fois. Et entre autres, au Burkina, l'interniste s'occupe également des patients vivant avec le VIH, mais aussi des patients qui ont le diabète, également donc des patients qui peuvent avoir donc d'autres maladies infectieuses comme le Covid-19 par exemple. Ok, merci pour la précision, docteur. Et pour le diabétologue, c'est donc le médecin là qui s'occupe du diabète. Ouais. Il n'est pas forcément interniste, il peut être un endocrinologue, ou bien il peut être un médecin généraliste, mais qui a une formation spécifique sur le diabète. Donc une personne qui s'est spécialisée dans la lutte contre le diabète, c'est ça? Voilà. Ok, merci. Alors, je continue les présentations. J'ai le plaisir de recevoir un habitué de l'AFIA, c'est le docteur Moumouni Niaouni. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir. Vous êtes spécialiste en santé communautaire. En 2 mots. Non, c'est quand il parle par exemple du diabète, il y a des facteurs qui sont dans nos communautés qui vont favoriser la survenue du diabète justement dans ces communautés-là. Et notre travail, c'est d'aider à identifier les facteurs qui font que les gens sont malades ou bien qui peuvent aider à avoir une meilleure santé et de développer les stratégies pour justement aider les communautés à prendre en charge elles-mêmes leur santé. Donc on est beaucoup dans la prévention, c'est de faire en sorte que justement on n'ait pas trop besoin des internistes, mais bon, on sait que c'est pas complètement évitable. On fait tout ce qu'on peut pour réduire au maximum les risques en donnant à la communauté le savoir-faire qu'il faut pour identifier les facteurs, pour s'occuper de ça et même évaluer, d'accord, pour aider donc voilà à réduire les risques des maladies. Merci docteur et bienvenue à l'AFIA. Merci. Le décor étant planté, je me tourne vers Madame Ida Toé Bonzi. C'est bien ça. Vous êtes du district 403 A3. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est?
Alors, le district 403A3 est une branche du Lions Club international pour le Burkina. Et le Lions Club international, c'est un club philanthropique. C'est un club, un ensemble de clubs services composé donc de femmes et d'hommes bénévoles qui se mettent volontairement au service de leur communauté. Donc, c'est essentiellement pour mener des œuvres sociales. D'accord. Alors, pouvez-vous nous situer un peu le contexte de la création du Lions Club au Burkina Faso? Ok. Le Lions Club international, déjà, il existe depuis 1917. Il a été créé par un Américain du nom de Melvin John, un assureur. Et le Lions Club est venu au Burkina en 1959 par le premier club du district, le club Bobo Doyen. Aujourd'hui, nous avons donc 58 clubs au niveau de la cité. Disons que le Lions Club international a un certain nombre de causes que nous défendons. Nos 5 causes mondiales, c'est essentiellement donc le diabète, la vue, la faim, le cancer infantile et l'environnement. Donc le diabète occupe une place primordiale dans l'action des Lions Club international. Et dans ce cadre, le Burkina, depuis 5 ans, le district 403A3 s'est lancé dans une grande campagne donc, de sensibilisation contre le diabète. Et cette année, nous sommes donc à la 5e édition. Ok, ben, bravo. Vous existez au Burkina Faso depuis 1959. Alors, vous comptez combien de membres? On compte aujourd'hui 1400 membres. Je crois que ça s'applaudit très très fort. Alors, Madame Bonzi, vous dites que c'est une association de philanthropes. En termes simples. C'est une association de personnes bénévoles qui se mettent au service de la communauté sans rétribution aucune. Donc des personnes qui laissent parler leur cœur. Des personnes qui laissent parler leur cœur, des personnes qui s'occupent des plus démunis, des personnes qui s'occupent des personnes dans le besoin d'une façon générale. Et dans ce cadre, donc, la lutte contre le diabète fait partie donc de nos soucis majeurs. Et avec tous les membres de notre district, on s'est décidé donc d'aller en guerre contre cette maladie. Ok. Alors, qui peut adhérer à votre district 403A3? Dans le temps, disons que pour adhérer au Lions Club, c'était un peu élitiste, de sorte qu'on a eu droit à tous les noms, à tous les qualificatifs et même de sectes. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'adhésion au Lions Club international est totalement libre. Et c'est pour justement convaincre les gens qu'il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'informations cachées derrière, que de plus en plus vous verrez que nous communiquons sur ce que nous faisons. Et donc toute personne, et j'espère qu'en sortant d'ici, j'aurai donc votre adhésion de Madame Zungrana, au Lions Club International, c'est dire toute personne qui a envie de se mettre au service de la communauté, qui a envie de servir de façon bénévole, est la bienvenue au Lions Club International. Ok. Y a-t-il des conditions particulières? Vous savez que adhérer à une association philanthropique, comme je vous le dis, ça demande, c'est un don de soi. Donc c'est un don de soi et ça demande parfois également de se saigner financièrement. Et donc c'est juste les contributions, les cotisations qui sont obligatoires. Mais en dehors de ça, toutes nos activités que vous voyez, c'est pas forcément de la poche des lions que c'est financé. Donc n'ayez pas peur. C'est vrai qu'il y a des contributions financières pour l'adhésion, mais c'est pas énorme. Ce que nous faisons, c'est aller chercher l'argent chez les personnes que nous estimons pouvoir en donner à leurs prochains et de redistribuer aux personnes qui en ont besoin. Donc c'est un rôle d'intermédiation en fait que nous jouons dans la cité. Okay. Merci. Alors, allons à la découverte à présent du diabète avec Dr Kaboré. Beaucoup avancent que c'est la forte consommation du sucre ou le taux de sucre dans le sang qui entraînerait le diabète. Quelle définition claire donnée à la maladie? Alors, merci bien pour cette question. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le diabète qui ne sont pas toujours vraies. Alors, mais on peut déjà définir le diabète comme un ensemble de maladies métaboliques qui va entraîner une élévation du sucre dans le sang, une élévation qui est chronique du sucre dans le sang, et cette élévation est due soit à une carence qui est absolue ou relative de l'insuline, ou bien que cette insuline est produite mais qu'elle n'est pas bien utilisée par l'organisme. Voilà. Donc ça, c'est la définition simple qu'on peut donner du diabète. Ok, merci pour la simplicité. Alors, on parle de plusieurs types de diabète et en la matière, on parle d'hyperglycémie, d'hypoglycémie. Pouvez-vous les citer et prendre en précisant pour chaque cas les causes de chaque type?
Merci bien, madame. Alors, il existe plusieurs types de diabète. Il existe plusieurs types. Alors, le plus fréquent, c'est le diabète de type 2. Le diabète de type 2, c'est un diabète qui est généralement retrouvé chez la personne adulte, l'adulte de 35 à 40 ans déjà. Et chez cette personne diabétique-là, alors, il y a ce qu'on appelle les facteurs de risque. Donc, ce sont des éléments qui vont, par leur présence, donner une forte probabilité d'avoir le diabète. Ça ne veut pas dire que si on a ces éléments, on va avoir le diabète, mais si on les a, il est fort possible qu'on ait le diabète. Donc, c'est une probabilité. Voilà. Donc, ça, c'est pour le diabète de type 2. Et ce diabète-là, donc, se manifeste par généralement ce qu'on appelle les signes cardinaux. Alors, ces signes cardinaux, il y en a 4. C'est ce qu'on appelle la polydipsie, donc le fait de boire beaucoup d'eau, qui va bien sûr entraîner une polyurie, donc le fait d'avoir beaucoup d'urine. Puis, une polyphagie, donc on mange beaucoup, qui va contraster avec un amaigrissement. Voilà, ce sont ces 4 signes-là. On peut aussi ajouter l'asthénie. Voilà, ça c'est déjà pour le début. Qu'est-ce que l'asthénie, docteur? Alors, l'asthénie, c'est une fatigue générale. Voilà, une fatigue générale, je dirais. Voilà. D'accord. Donc, en dehors du diabète de type 2, qui représente à peu près 90% des diabètes, 90 à 95, il y a le diabète de type 1. Alors, ce diabète-là va toucher généralement les enfants et les adolescents. Et ce diabète est dû très souvent à une maladie auto-immune, c'est-à-dire qu'il y a des anticorps qui vont aller attaquer le pancréas, parce que c'est le pancréas qui fabrique l'insuline, et cela va entraîner une carence absolue de l'insuline, c'est-à-dire que l'organisme n'aura plus d'insuline, et du coup, le sucre va rester élevé pendant longtemps dans le sang, et chez l'enfant, ça apparaît de façon très brutale. Alors, très souvent, donc, c'est un enfant qu'on retrouve donc avec, si vous voulez, une succession de maladies. Un enfant qui grandit pas, qui grossit pas, qui est tout le temps en difficulté d'aller à l'école. Et puis, paf, un jour, les parents trouvent que l'enfant est dans le coma, par exemple. Voilà. Et quand on fait le bilan, on trouve que voilà, c'est un diabète de type 1. Donc, en dehors de ce diabète-là, il y a ce qu'on appelle le diabète gestationnel. Le diabète gestationnel, c'est un diabète qui apparaît chez la femme enceinte, habituellement autour de la 24e semaine d'aménorrhée. Et ce diabète a quand même cette particularité, après l'accouchement de la femme, ce diabète-là peut disparaître. Il peut guérir, la femme peut guérir, quand bien même elle peut plus tard refaire le diabète. Voilà, donc ça c'est le 3e type de diabète. Nous avons d'autres diabètes, ce qu'on appelle donc les diabètes secondaires, qui peuvent être dus à des maladies assez spécifiques du pancréas ou même à des médicaments. Voilà. Alors, j'ai parlé de l'insuline pour préciser. En fait, l'insuline est sécrétée donc au niveau du pancréas, et l'insuline est comme une clé qui va aller ouvrir les cellules pour que tout ce que nous consommons de sucré, parce que le sucre que nous consommons va dans le sang, et ce sucre du sang est utilisé par les cellules pour fabriquer de l'énergie. Donc pour que ce sucre-là pénètre dans les cellules, il faut de l'insuline. Et quand il n'y a pas de l'insuline, donc naturellement ce sucre va rester élevé dans le sang. Ok, merci pour la précision. Docteur Moumouni veut réagir? Oui, alors je voulais juste apporter, en fait le pancréas, il est au niveau de notre organisme, d'accord, et il produit, comme il le disait, de l'insuline. Il se situe où le pancréas? Juste au niveau de l'estomac, juste en bas, d'accord, en bas de l'estomac, et il sécrète donc l'insuline qui est la clé qui va ouvrir les cellules pour permettre à l'énergie de rentrer. Et cette énergie-là, c'est le sucre. Donc, quand nous mangeons, c'est transformé en énergie. Et pour que ça rentre dans les cellules, il nous faut donc l'insuline qui va ouvrir les portes. Lorsque vous avez faim, le cerveau dit à l'organisme, lorsque l'énergie manque, le cerveau va dire à l'organisme, il faut produire de l'insuline. Parce que quand l'énergie baisse, nous avons faim. Et quand on a faim, on mange. Et l'insuline donc va créer l'ouverture va ouvrir les portes. Maintenant, il y a 2 cas. Soit l'organisme n'arrive complètement pas à produire
les clés, dont l'insuline. Ça, c'est le diabète type 1, qui survient généralement quand on a le bas âge ou bien chez les personnes jeunes ou adultes jeunes en général. Et le type 2, ça sécrète l'insuline, mais ce n'est pas suffisant, soit en quantité, soit en qualité. Donc, il n'y a pas assez de clés pour ouvrir toutes les portes, ou bien la clé est foirée, ça n'ouvre pas très bien. Et donc, ces situations vont faire en sorte que le sucre va rester beaucoup dans le sang et pendant longtemps. Et quand le sucre reste longtemps dans les vaisseaux et tout, ça va créer d'autres choses, qu'on appelle oxydation. Donc, ça va faire en sorte que les vaisseaux et les cellules vieillissent très vite. Et c'est ça qui va produire des conséquences sur les yeux, sur les reins ou sur le cœur. Voilà un peu rapidement ce que je voulais ajouter pour le... Merci. Voilà. Alors, on va revenir justement sur les conséquences du diabète. Mais avant, docteur Niaoné, on reste avec vous. Est-ce que vous pouvez faire une petite historique de l'apparition du diabète dans nos contrées? Alors, normalement, pour faire de l'historique, il aurait fallu qu'on ait des études faites sur plusieurs années. Mais ce que je peux dire très rapidement, c'est que nous sommes dans des communautés au sein desquelles nous avons changé de style de vie. Vous savez, en Afrique, on dit que nous avons le triple fardeau des maladies. C'est-à-dire les maladies infectieuses liées aux germes qui sont dans la nature sont très importantes. Mais actuellement, on a aussi un poids élevé des maladies non transmissibles dans lesquelles on peut classer le diabète. L'autre fardeau, c'est la malnutrition. Mais comme on va parler du diabète, en réalité, dans les années 70 et bien avant, on trouvait que l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies non transmissibles n'étaient pas très élevées en Afrique. C'est relatif parce qu'il aurait fallu des études pour le montrer, mais avec l'occidentalisation de nos pays, nous avons changé de style de vie. Aujourd'hui, on mange beaucoup de sucre, beaucoup de sel et des aliments trop énergétiques. Et aussi, quand vous regardez un peu dans nos pays, les fast-foods sont en train de pousser de partout. Et donc, c'est des aliments qui sont déjà préparés, tout, qui sont très énergétiques. Et donc, que nous mangeons, nous avons un style de vie très rapide, on est tout le temps pressé, on est stressé. On fait moins le sport, moins d'activité physique. Vous voyez, on est dans les voitures, sur les motos, et même pour se déplacer dans des endroits de courte distance, on prend les motos ou les voitures. Dans les communautés en milieu rural, les alimentations ont changé. Ce n'est plus avant avec les sauces potasses et tout. C'est très riche en n'importe quel événement, c'est de l'eau farineuse, c'est des spaghettis, du riz, etc. C'est des choses qui donc ont conduit aujourd'hui à la survenue des maladies non transmissibles, comme l'hypertension artérielle, le diabète, les cancers. Et donc, si vous voulez, si on veut dire comment le diabète est en train de gagner du terrain chez nous, c'est venu avec le changement du style de vie dans notre alimentation, dans le fait qu'on ne fait plus beaucoup d'activités physiques, et aussi parce que le stress est devenu de plus en plus important dans nos vies, particulièrement en milieu urbain. Voilà. Merci. Docteur Kabouré, est-ce que vous partagez les propos du docteur Niaoné? À l'entendre, on se rend compte en fait que le nombre de diabétiques va croissant au Burkina Faso et c'est dû à nos mauvais comportements, entre guillemets. Oui, malheureusement, en tout cas, on a des chiffres qui vont dans ce sens-là. Vous-même, vous pouvez le constater. Il y a quand même un mode de vie qui est en train de s'occidentaliser ou qui est en train de mal s'occidentaliser. C'est-à-dire nous passons actuellement d'une alimentation traditionnelle à une alimentation industrielle. Et vous voyez, actuellement, les gens, ils ont quand même un niveau de vie acceptable, je dirais, de plus en plus. Et donc, on peut se permettre de manger tout ce qu'on veut, et surtout les aliments, je ne dirais pas préfabriqués, mais déjà pré-cuits, dans des alimentations, dans les boîtes, on mange tout. Et malheureusement, on ne fait pas du sport. Et donc, tout ça va faire que, de plus en plus, on a des cas de diabète. Et en plus, n'oubliez pas que, avec, je dirais, la prolifération, on a actuellement beaucoup de médecins, d'agents de santé, de structures de santé. Donc, il est aussi plus facile d'aller faire son dépistage. Ce qui fait qu'on a justement un homme qui est en train donc de remonter. Donc, est-ce on a des chiffres. Des statistiques, justement, des chiffres, le nombre de malades au Burkina Faso, est-ce que c'est lié au sexe? Quel est le nombre d'hommes et de femmes?
C'est pas lié au sexe. D'accord. C'est-à-dire, ça peut toucher autant les hommes que les femmes, pour peu qu'on ait les mêmes facteurs de risque. Voilà, pour les chiffres qu'on a au niveau du ministère de la Santé, je sais que déjà en 2013, il y a eu une enquête avec le ministère de la Santé et ses partenaires, donc l'enquête STEP. Et déjà, on avait une prévalence pour le diabète qui était à 4,9% de la population. Donc, en 2021, la même enquête a été reprise et on est passé pratiquement à 7,6% de la population. C'est-à-dire qu'en moins de 10 ans, il y a eu une augmentation de presque 50%. Donc, vous voyez que ça va très vite. C'est énorme. Alors, le grand dommage, c'est que il y a beaucoup de patients diabétiques qui s'ignorent. Et de plus en plus, on parle du pré-diabète. L'étape pré-diabète, c'est l'étape où on n'est pas encore diabétique, mais on n'est pas forcément... c'est-à-dire quand on fait l'examen de sang, on trouve que les résultats qu'on a, c'est pas dans la normale, mais c'est pas encore le cas du diabète. Et c'est une étape où on peut beaucoup changer la courbe. Mais il y a beaucoup de gens qui ignorent cette étape-là. Et actuellement, il y a une prévalence qui est de 16% de la population qui est quand même dans cette étape-là. Donc, c'est-à-dire que si on pouvait diagnostiquer rapidement ces personnes, mener des actions, ces personnes pourraient éviter d'avoir le diabète. Alors, vous avez Madame Bonzi à côté avec l'association, le Lions Club, District 403 A3. Yes. Donc, on se rend compte en fait que vous devez travailler ensemble parce qu'eux, ils organisent des campagnes de dépistage massif, c'est ça, Madame Bonzi? Oui. Donc, nous, effectivement, s'étant rendu compte de cette évolution justement de la maladie au sein de la population, avons donc décidé d'intervenir surtout en termes de prévention. Donc notre action s'inscrit beaucoup plus dans la prévention. Donc nous menons des actions de sensibilisation, nous faisons des conférences, des émissions télé, radio-télé comme celles que nous sommes en train de faire. Et nous sensibilisons également les populations à l'activité sportive. Donc nous organisons également des crosses populaires. Voilà, donc au-delà de ça, nous sommes en train d'aménager notre centre de diabétologie au niveau de Ouaga 2000 pour en faire un centre permanent donc, de prise en charge où on va mettre donc, un centre d'animation pour la promotion donc, de la santé, focus diabète et également pour les soins. Vous tire encore notre chapeau au district 403 A3. Vraiment, bravo pour tout ce que vous faites. Alors, avant de poursuivre notre émission, je vous propose d'aller à la rencontre de Monsieur Bernard Ouedraogo, qui est une personne vivant avec le diabète. Découvrons ensemble quel est son quotidien avec le diabète et on revient tout de suite. En 2015, suite à un contrôle de santé, les résultats relèvent que Bernard Ouedraogo, infirmier à la retraite, fait de l'hyperglycémie. Plus tard, il sera déclaré diabétique, une maladie qui se traduit par un taux trop élevé de sucre ou de graisse dans le sang. Pour Bernard Ouedraogo, il est conscient qu'il ne pratiquait pas le sport et son alimentation était déséquilibrée. Je me suis rendu compte qu'à un moment donné, je pissais beaucoup. C'est-à-dire, dans la nuit, je peux me lever 4-5 fois pour faire les pipis. Et j'ai commencé, en tout cas, j'étais obèse, mais je commençais à perdre le poids. En fait, étant dans le milieu, j'ai compris qu'il faut faire le contrôle et puis voir. Quand vous voyez quelqu'un qui boit beaucoup, il mange beaucoup, il pisse beaucoup, il est beaucoup fatigué. Moindre test, il dit qu'il est fatigué. Il faut faire un test de glycémie pour voir. C'est ça qui sont des signes évocateurs. Cette maladie peut être favorisée par une prédisposition génétique ou liée au mode de vie. Bernard Ouedraogo, cela fait plus de 6 ans qu'il vit avec la maladie, mais en patient averti, il s'est fixé un régime alimentaire adapté à la situation. Avec une glycémie qu'il contrôle, Bernard Ouedraogo, membre de l'association Vivre avec son diabète, vient en aide aux victimes de cette maladie avec l'appui de ses partenaires. Nous avons comme activité dans notre association de faire des sensibilisations couplées de dépistage. Par le biais de l'ONG Santé Diabète qui nous appuie et puis le World Foundation Diabète qui soutient les associations, le monde communautaire à faire la sensibilisation et le dépistage. Ne faire pas d'activité physique, facilement on deviendra en tout cas avec le temps hyperglycémique et donc diabétique.
Pour éviter d'être victime du diabète, Bernard Ouedraogo ne manque pas de conseils pour la population. Pratiquer le sport, avoir une alimentation équilibrée, mais surtout ne pas manquer de faire son test de dépistage de la glycémie. Manger équilibré et faire beaucoup d'activités physiques, c'est-à-dire au moins 30 minutes de sport pour transpirer. Activité physique de 30 minutes 4 jours ou 5 jours sur 7. C'est déjà bon pour pouvoir être équilibré. Et il faut faire les glycémies de façon répétée. Il faut faire beaucoup attention aux huiles, aux graisses, et surtout aussi au sel. L'excès de sel aussi, il faut faire très attention. Donc, le gras, le sucre. Le constat explique l'agent de santé à la retraite Bernard Ouedraogo. Des cas de diabète sont détectés chez des patients de plus en plus jeunes. Cette maladie, dite silencieuse, représente la 7e cause de décès dans le monde. Au Burkina Faso, selon des données, environ 1 million de personnes souffrent du diabète. Merci C'est très émouvant. J'oublie son nom parce que là, Monsieur Bernard Ouedraogo, alors il dit qu'il était en surpoids et il a commencé à constater qu'il en perdait énormément et lui, il a eu le réflexe d'aller faire le test. Alors, commentaire, Dr Kaboré, quels sont les facteurs de risque du diabète? D'accord, merci bien madame. Alors, les facteurs de risque, il a évoqué lui-même, comme premier facteur, c'est l'obésité, donc le surpoids ou l'obésité. Alors, il faut faire attention parce que nous avons souvent tendance à dire que je ne suis pas gros. Non, en fait, le surpoids va se définir par rapport à notre taille. C'est-à-dire, selon la taille que nous avons, il y a un certain poids que nous ne devons pas dépasser. Donc, si on voit un agent de santé, il peut nous aider à nous situer si on est en surpoids ou on est en obésité. Dans tous les cas, ces deux-là sont déjà un facteur de risque pour le diabète. Alors après cela, il y a l'hérédité. Alors l'hérédité, je précise que ce n'est pas de la génétique. Ce n'est pas parce qu'on a un papa qui a le diabète ou une mère qui a le diabète que forcément on va faire le diabète. Mais le fait que un de ces deux-là ou les deux à la fois ait le diabète, on est prédisposé à faire le diabète. Alors, il y a aussi l'âge. L'âge, c'est surtout pour le diabète de type 2. Donc, plus on prend de l'âge et plus on est prédisposé à faire le diabète. En dehors du surpoids, l'obésité, l'âge, donc on a également la sédentarité. Le docteur l'a dit tout à l'heure. Donc, on est de moins en moins enclin à faire des activités physiques. On veut se faciliter la vie, alors que malheureusement, nous mangeons entre griffes mal. Donc, nous avons une suralimentation et malheureusement, on ne fait pas d'activité physique. Donc, la suralimentation, la sédentarité sont des facteurs de risque pour faire le diabète. Alors, chez les femmes qui ont eu des enfants, ce qu'on appelle donc les enfants qui sont gros à la naissance, la macrosomie, ce fait-là prédispose également ces femmes à faire plus tard le diabète. Voilà, il y a bien d'autres facteurs, mais ce sont les facteurs les plus fréquents sur lesquels d'ailleurs on peut parfois jouer pour ralentir l'apparition du diabète. Alors parmi les conseils prodigués, il a parlé aussi de la consommation du sel, des graisses, des huiles. Oui, alors on peut aussi ajouter le fait justement qu'une femme fasse le diabète pendant la grossesse, qu'on appelle le diabète gestationnel, c'est un facteur de risque. C'est-à-dire que la personne, après la glycémie devient normale, tout est bien, mais la personne peut plus tard développer le diabète. Et on ajoutait que la consommation de sucre, la consommation d'huile et de sel, en fait, sont des facteurs qui vont favoriser la prise de poids. Et justement, cette prise de poids va conduire justement au fait que vos cellules ne répondent plus très bien à la clé qui est l'insuline. Donc voilà, cette prise de poids peut être un facteur qui va donc vous conduire au diabète. Voilà donc des facteurs qu'on pouvait ajouter et qu'il faut vraiment, il faut faire attention. L'exemple que je voulais prendre est le suivant. On se réveille le matin, on fait peut-être 200 pas vers la moto ou la voiture, on rentre dedans, on monte dessus, on vient au service, et on rentre au bureau, jusqu'au soir, on descend, on revient à la maison, on n'a peut-être même pas fait 1000 pas dans la journée. Alors que l'Organisation mondiale de la santé recommande de faire au moins
autour de 10 000 pas par jour. Ce qui serait... correspond à combien de minutes? 30 minutes non, maximum? Non, pas un nombre de minutes. C'est des choses qu'on fait. Ça veut dire que c'est un certain nombre de kilomètres, autour de 4-5 kilomètres par jour de marche. Et en général, les montres électroniques, le téléphone peuvent vous permettre, si vous avez l'application, de vous aider à le faire. Malheureusement, on ne le fait pas. C'est comme les commerçants. Ils sont tout le temps assis au marché. Pendant 6 jours sur 7, vous voyez que c'est extrêmement grave. Ça, c'est des facteurs. La sédentarité, le surpoids. En général, pour vous donner une idée, le poids doit être autour ça veut dire à peu près le nombre de centimètres après le mètre. Si vous mesurez 1,70 m, vous devez avoir autour de 69 à 71 kilogrammes. Okay? C'est une approximation. C'est des indications pour vous dire, voilà, à peu près combien vous devez peser. Malheureusement, vous pouvez voir quelqu'un qui a 1,60 m, qui a 90 kg. C'est de la graisse en surplus en général que vous avez. Et cette graisse-là va réduire l'efficacité de l'insuline, de la clé qui devrait aider à ouvrir les cellules. Voilà, ça, c'est des facteurs dont il faut tenir compte. Alors, avant de poursuivre, surtout chez les femmes aujourd'hui, on sait que nous, on adore... Bon, en tout cas, elles sont nombreuses justement à se sentir à l'aise avec un surpoids. Oui. Alors, en fait, justement, quand je parlais des facteurs dans nos communautés qui peuvent justement compliquer cette situation, c'est nos perceptions. Ça veut dire que c'est le modèle de beauté que nous avons dans nos communautés. Vous voyez, on pense que celui qui est riche doit être gros, vous voyez, et on aime bien parler aujourd'hui on dit apuchu, c'est le terme dans nos communautés qu'on utilise beaucoup. Justement, c'est des facteurs de risque. Attention, il ne faut pas aussi que dans la façon dont je présente la chose, amène les gens à culpabiliser ou à avoir un mauvais ressenti ou à ne pas s'aimer. D'accord. Parce que justement, ne pas s'aimer peut provoquer beaucoup de stress, qui est lui-même un facteur de maladie. Donc, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est extrêmement important. C'est de dire que justement, quand vous êtes en surpoids, c'est pas bon pour votre santé dans divers domaines. Même les genoux. Vous allez voir des gens qui traînent des maux de genoux, des maux de dos, et ils vont prendre toutes sortes de médicaments. Parfois, je leur dis, il suffit de perdre du poids. Mais quand je dis il suffit de perdre du poids, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut un comportement qui tient compte de ce que vous mangez. Et s'il y a un conseil qu'il faut donner, c'est de dire que si vous ne mangez pas avec soin, précaution, si vous ne choisissez pas avec précaution ce que vous mangez, donc ça veut dire qu'il faut manger, il faut prendre la nourriture comme des médicaments. Si vous ne le faites pas, vous allez prendre des médicaments comme la nourriture. Ça veut dire que vous allez prendre tellement de médicaments. C'est un jeu de mots pour dire qu'il faut manger avec beaucoup de précautions. Tenir compte de ce que vous mangez. Et en général, il est conseillé de manger bien le matin, petit déjeuner, parce qu'en ce moment, vous produisez, ça veut dire que vous dépensez de l'énergie, vous travaillez. Mais le soir, quand vous mangez lourd, cette énergie qui devait être utilisée, l'insuline transforme ça en graisse, comme s'il devait faire économiser ça pour l'utiliser au moment où vous en aurez besoin. Donc, contrôler ce que nous mangeons est extrêmement important dans cette situation. Merci, Dr Niaouni. Alors, parlons à présent de la prise en charge. Dr Kabouré, à quel moment doit-on se rendre chez le médecin ou dans une formation sanitaire? Merci bien, madame. Alors, j'ai évoqué tantôt les signes. Je parle des signes cardinaux pour le diabète de type 2 et donc des signes très alarmants pour le diabète de type 1. Mais n'attendons pas d'avoir déjà ces signes-là. Nous avons évoqué les facteurs de risque. Donc, une fois qu'on pense qu'on a un de ces facteurs de risque, il faut déjà commencer à se faire dépister régulièrement. Donc, en ce moment, une fois que le dépistage il est fait assez tôt, donc, un agent de santé va nous proposer les moyens de prise en charge. Donc, ça sera d'abord ce qu'on va appeler les mesures hygiéno-diététiques. Et comme l'a dit mon collègue, il faut revoir notre comportement alimentaire, notre mode de vie. Ça, déjà, c'est un traitement pour le diabète. Et bien sûr, en plus de ça, le médecin va éventuellement nous proposer
de prendre des médicaments, donc des comprimés si c'est le diabète de type 2 à son début, ou bien de l'insuline si c'est le diabète de type 1 ou si c'est la femme enceinte. Justement, j'allais demander quels sont les schémas de traitement qui existent. Alors, il existe plusieurs schémas de traitement. Pour le diabète de type 1, dans la définition ou dans les explications qu'on a données, nous avons dit que c'est une carence absolue en insuline. Donc, il y a un seul traitement, c'est le traitement par l'insuline. Pour ce qui est du diabète de type 2, le traitement, on a dit qu'il y a toujours de l'insuline dans l'organisme, mais qui est mal utilisée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va donner des comprimés qui vont soit sensibiliser l'organisme pour qu'il puisse permettre à l'insuline de travailler, soit qui vont aller stimuler le pancréas pour que le pancréas sécrète beaucoup plus d'insuline, soit au niveau donc du système digestif qui vont faire en sorte que ce que nous mangeons, tout ne soit pas absorbé. Donc il existe plusieurs types de médicaments, mais dans le diabète de type 2, le traitement, on commence d'abord par les comprimés et avec le temps, si on voit que le comprimé ne marche pas, on peut passer d'un comprimé d'une prise journalière à 2 prises, voire 3 prises, d'un comprimé d'un type de médicament à 2 types de médicaments, voire 3 types de médicaments. Et dans le pire des cas, pour le diabète de type 2, on va ajouter de l'insuline. Chez la femme enceinte, c'est de l'insuline qu'on utilise. Et chez les enfants, pour les diabètes du type 1? C'est de l'insuline. D'accord. Alors, malgré ces schémas de traitement, quelles sont les complications que l'on peut avoir et comment vous les gérez d'une manière générale? Alors, malheureusement, il faut dire que le diabète, il a une histoire naturelle d'évolution. Le diabète de type 1 a ses complications qui peuvent apparaître, tout comme le diabète de type 2. Dans les complications, dans ce qu'on appelle les complications aiguës, donc c'est des complications qui apparaissent très souvent de façon très bruyante, qui nous alertent et tout de suite on va voir soit un médecin, soit c'est nous-mêmes qui partons voir le médecin, soit ce sont nos parents qui vont nous amener à l'hôpital. Il y a les complications chroniques malheureusement qui apparaissent de façon très silencieuse, qui peuvent toucher les yeux, comme il avait dit, les yeux, les reins, les nerfs, le cœur et bien d'autres organes, dans ce qu'on appelle les complications de micro-angiopathie et la macro-angiopathie. Donc, les complications qui touchent les petits vaisseaux et les complications qui touchent les gros vaisseaux. Voilà. Et quand c'est comme ça, ça commence donc à compliquer la prise en charge. Voilà, parce qu'en plus des médicaments du diabète qu'on va prendre, on est souvent obligé de prendre des médicaments pour traiter ces complications-là, et alors on peut se retrouver avec beaucoup de médicaments, et donc on finit par se nourrir de médicaments. Mais qu'est-ce qui peut entraîner malheureusement les amputations? Alors, oui, on a des amputations, c'est dommage parce que c'est une des complications très dramatiques du diabète, généralement le diabète de type 2, qui prend en compte plusieurs facteurs. Il y a donc les complications vasculaires qui se passent au niveau du pied, il y a aussi les complications neurologiques au niveau du pied et les complications infectieuses. Et quand on a un diabète qui n'est pas bien équilibré, on finit donc par avoir ces complications-là. On a une plaie qui ne guérit pas et puis voilà, à la longue on dit il faut faire une amputation. C'est vraiment dommage qu'on en arrive à ça. Et donc nous insistons toujours avec les patients, quand on vous découvre le diabète, il faut commencer dès le début à le prendre au sérieux. Si on prend son diabète au sérieux dès le début, on a une vie normale comme tout le monde. On peut se faire tous les projets du monde jusqu'à mourir à 80 ans, à 90 ans, voire au-delà, comme tout le monde. Ça, c'est une note positive, n'est-ce pas, docteur Niaoné? Absolument. En fait, pour dire à terre, lorsque vous avez le diabète, ça peut se compliquer jusqu'à la cécité. Vous pouvez perdre la vue. Ça peut conduire à l'insuffisance rénale et avec toutes les conséquences que vous avez. Ça peut rendre le système de défense de votre organisme faible. Donc, vous avez des infections à répétition, des furoncles, des plaies qui ne guérissent pas, etc. Et quand la plaie ne guérit pas et que les vaisseaux, comme il disait, les gros et les petits vaisseaux sont affectés, c'est-à-dire les défenseurs qui doivent venir au niveau de la plaie pour aider à la guérison, ne viennent pas bien.
Donc on est obligé à un certain moment d'amputer. Donc toutes ces complications-là sont très fréquentes et c'est en termes de secondes et de minutes. Dans le monde, il y a des gens qui perdent la vue, il y a des gens qu'on ampute, il y a des gens qui ont de l'insuffisance rénale à cause du diabète. Et le diabète est l'un des plus gros problèmes de santé aujourd'hui dans le monde. Et l'Afrique, malheureusement, est en train de rejoindre les pays développés. Avant, on pensait que c'était une maladie des pays développés. Malheureusement, ça nous rejoint. Je voudrais aussi rapidement rappeler, pour mon oncle qui est à Falanguntu, ma tante qui est dans les coins les plus reculés, que quand on parle de facteurs de risque, il faut voir ce qui est modifiable et ce qui n'est pas modifiable. Quand on dit ce qui n'est pas modifiable, c'est ce sur lequel tu ne peux pas faire grand-chose. Par exemple, si tes parents ont été diabétiques ou sont diabétiques, ça veut dire que tu as plus de risques de faire le diabète. Mais il ne faut pas non plus stresser. Absolument. Ensuite, il faut voir, après 45 ans, on est plus enclin à le faire que d'autres personnes. Ou, par exemple, quand une femme a fait un diabète gestationnel, donc il y a des risques. Ça, on ne peut pas faire grand-chose. C'est l'antécédent, c'est arrivé. Maintenant, ce qui est très important, c'est les facteurs sur lesquels on peut encore faire des choses. Il l'a déjà présenté, ce que nous mangeons, le fait de ne pas faire le sport, d'accord, notre style de vie, sont des choses sur lesquelles on peut encore faire des actions. Et c'est ça la prévention. Et c'est extrêmement important. Il faut rappeler, souvent les gens pensent que, quand on a le diabète, il l'a dit, dès que c'est très bien suivi et le sucre est équilibré, vous êtes comme tout le monde. Et vous pouvez très bien vivre. Malheureusement, les gens prennent les médicaments, ils font tout ce qu'il faut faire. Quand le sucre est équilibré, ils disent on est guéri, ils abandonnent et ça revient. Parce qu'en fait, quand l'organisme n'arrive plus à produire assez de clés, donc d'insuline, même si vous faites le sport pour réduire le sucre dans le sang, si vous mangez bien pour éviter que le sucre ne monte, lorsque vous abandonnez ça, le sucre reprend sa place puisque vous n'avez pas changé la production d'insuline. D'accord? Donc, il faut que les gens comprennent que c'est quasiment à vie, mais on vit très bien avec lorsqu'on respecte les consignes sur les médicaments qu'il faut prendre, lorsqu'on respecte ce qu'il faut manger et le rythme de sport qu'il faut faire. Et il faut éviter de penser que ce qui est bien pour X l'est pour moi. Donc, il faut suivre les conseils selon toi, puisque tu n'as pas les mêmes risques que les autres. Il faut suivre donc des conseils personnalisés. Merci, docteur. Alors, vous savez, c'est vrai que on peut dire que la situation est grave, mais elle n'est pas désespérée, n'est-ce pas? Ouais. Et je pense que le district 403A3 l'a bien compris, n'est-ce pas, Madame Toé? Oui, tout à fait. Alors, vous avez organisé avec votre association une campagne de dépistage. Je vous propose de regarder le reportage et on en reparle tout juste après. Ok. À l'université Homme Nouvelle, l'heure était au dépistage du diabète dans la matinée de ce jeudi 24 février. La mobilisation faible au départ s'intensifie aux environs de 10h, heure de la pause, pour les étudiants. Remplissage des fiches individuelles, prise de tension artérielle et de poids, contrôle du taux de glycémie. Voilà les différentes étapes par lesquelles les étudiants doivent passer pour se faire dépister. Oui, tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Mais ce que j'ai eu peur en tout cas, on dit que le diabète est héréditaire. Donc comme mon père est vraiment malade et puis il souffre réellement de ça. Donc j'ai peur que cette maladie se transmette à moi aussi. Je suis venu me dépister déjà parce que c'est quelque chose qu'on néglige, la santé. Je trouve que si on a l'opportunité de se faire diagnostiquer gratuitement, je crois que c'est important de le faire. Donc, il nous conseille surtout de manger 5 fruits et légumes par jour, vous connaissez un peu le principe. Et surtout faire le sport. Le club Ouagadougou Savane du Lions Club International, initiateur de cette séance de dépistage du diabète, entend ainsi jouer sa partition dans la lutte contre cette maladie dite silencieuse. L'objectif est également de faire de ces étudiants des relais d'information et des acteurs de sensibilisation sur les risques du diabète. Pour nous, les étudiants de l'université Homme Nouvelle pourront être un vecteur de sensibilisation pour nous lorsque eux-mêmes ils seront pris dès à présent
en tant qu'acteurs, connaissent à connaître leur situation de glycémie et de diabétique. Donc ils pourront ici contribuer à sensibiliser aussi autour d'eux. Une initiative bien appréciée par les agents de santé en ce qu'elle permettra de dépister de façon précoce les cas de diabète et éviter les complications. Des cas de diabète, pour l'instant, on n'en a pas encore dépisté, mais il faut noter que parallèlement, le dépistage se fait avec les cas de personnes hypertendues, dont on a pu quand même constater, durant ce dépistage, on a pu constater au moins 3 à 4 cas. Voilà, de personnes hypertendues à qui nous avons prodigué un certain nombre de conseils par rapport à leur suivi et leur prise en charge. On verra avec les médecins les différentes personnes qui seront testées positives. Nous essaierons d'élaborer un canevas de suivi pour aussi participer à leur prise en charge. Pour cette séance de dépistage, le club Ouagadougou Savane du Lions Club International ambitionne toucher au moins 350 étudiants. Maladie liée à un fort taux de sucre dans le sang, le diabète se manifeste par la fatigue, la somnolence, l'augmentation du volume et la fréquence des urines, la soif intense, la vision trouble, entre autres. Et selon le médecin généraliste Mohamed Lamine Nana, en plus des facteurs héréditaires, l'âge, l'hypertension artérielle, l'obésité sont entre autres facteurs des risques du diabète. On applaudit très très fort pour le district 403A3. Madame Toé, commentaire rapidement. Ok, donc je dirais que c'est une activité parmi tant d'autres, parce que depuis le début de la campagne pour l'année 2021-2022, nous sommes à 32 activités de dépistage depuis le mois de novembre, plus précisément depuis le 13 novembre à ce jour. Donc 32 activités de dépistage, 14 activités de sensibilisation, 3 émissions radio. Nous sommes à la première émission télé. Donc nous avons parcouru 11 villes depuis le 13 novembre à ce jour et nous avons encore en perspective 8 activités de sensibilisation qui nous restent pour boucler la campagne, 3 conférences et 8 séances de dépistage. Et donc, au-delà de cela, nous envisageons, comme je le disais tantôt, réhabiliter notre centre de diabétologie. Donc, dans ce cadre, nous organisons une grande soirée à la date du 28 mai pour récolter les fonds justement pour financer cette activité. Donc c'est le lieu pour moi d'appeler tout le monde, parce que ce n'est pas que les Lions qui sont appelés à contribuer, parce que c'est une œuvre qui va servir à toute la population. Donc nous appelons tout le monde à contribuer pour cette activité, pour nous permettre donc de réhabiliter ce centre de diabétologie pour le bien-être des Burkinabés de façon générale. Merci, c'est bien dit. Docteur Kaboré. Madame, en tout cas, merci bien. J'ai apprécié le reportage là. C'est vrai que tous ces jeunes-là présentent moins de facteurs de risque, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont déjà sensibilisés et comme l'a dit un des responsables, ils seront des vecteurs et je suis convaincu que ces jeunes-là, à l'avenir, feront tout pour éviter d'avoir le diabète et en plus, ils vont sensibiliser d'autres personnes pour qu'ils aient en tout cas des comportements sains pour éviter le diabète tant que c'est possible. Ok. Docteur Nione. Alors oui, c'est très positif. D'ailleurs, c'est ce que nous conseillons énormément. Dans l'intervention, on se rend compte qu'effectivement, aucun gouvernement au monde ne peut à lui seul assurer la santé de sa population. Il faut une intervention multidisciplinaire et intersectorielle et les acteurs de la communauté comme le Lions Club, comme les autres associations qui travaillent pour le bien-être des communautés, pour la santé des populations, peuvent intervenir et on ne peut que les féliciter. Okay. Voilà. Très bien. Alors, des conseils à donner avant qu'on ne se dise au revoir? Alors, il y a des conseils, toujours ça ne manque pas. C'est surtout le mode de vie. Il a parlé des facteurs qui sont modifiables. Donc, à notre niveau, c'est ce qu'on peut faire. Donc, avoir une hygiène de vie alimentaire, qu'on évite d'abuser de tout ce qu'on a. Les boissons alcoolisées, les boissons sucrées, les aliments trop gras. Et puis, il faut qu'on fasse régulièrement du sport. C'est-à-dire le régime alimentaire qui doit être beaucoup riche en fibres et en légumes, et bien sûr des fruits, et non de l'alcool ou des repas très caloriques. Est-ce que le tabac est permis?
Alors, le tabac est strictement interdit, même quand on n'est pas diabétique, c'est pas conseillé, c'est pas bon, à plus forte raison qu'on est diabétique. Je pense que mon collègue qui a beaucoup travaillé avec les communautés et les jeunes, il peut en dire un petit mot. Un petit mot alors, Dr. Niaoné. Oui, le tabac est un facteur terrible de risque de maladie et presque toutes les maladies, particulièrement les cancers. Le tabac n'est pas bon même quand on est en bonne santé et pire quand on a le diabète. D'accord, il accélère les complications dont on a parlé. Je voulais juste revenir sur l'importance des actions communautaires qu'on peut faire en disant que si, par exemple, le Lions Club arrivait à mettre des acteurs de santé, un médecin ou des spécialistes, avec des spécialistes en nutrition, des spécialistes en sport, comme les coachs sportifs, ensemble, en identifiant des gens, par exemple même les diabétiques. Par exemple, lui, il a une base de données des diabétiques qui sont à Ouagadougou. Il faut être des champions dans la sensibilisation. Oui, il peut créer la base par quartier et ces diabétiques-là peuvent se rencontrer régulièrement pour parler de leur expérience. Et on verra ceux qui sont équilibrés, comment ils ont fait. Ils partagent avec les autres, ils peuvent se soutenir. Et la science a montré aujourd'hui que mettre ces diabétiques en réseau, les accompagner, leur permet d'adhérer mieux au traitement, d'avoir une meilleure qualité de vie et une survie plus importante. Et en dehors de ça, la population qui n'est pas diabétique peut être impliquée et créer dans les quartiers des mouvements, des programmes où les gens vont se regrouper régulièrement, une fois par semaine, etc., pour faire le sport, pour parler nutrition, pour parler alimentation, pour s'entraider, et c'est ainsi qu'on peut venir, en tout cas même si on ne peut pas éliminer complètement le diabète, on peut réduire significativement le diabète dans nos pays lorsqu'on pourra mettre les gens en réseau. Savoir est important mais pas suffisant. Je le répète, ça peut être de la répétition, mais vous avez des médecins qui fument. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils savent pourtant que fumer est très grave pour la santé, mais ils fument. Donc, même si on sensibilise, c'est excellent. C'est d'ailleurs la première étape, mais ça ne suffit pas. Il faut créer des conditions qui vont favoriser les comportements qu'il faut. Le monsieur a dit que c'est parce que c'est gratuit qu'il a fait le test. C'est important, ça favorise l'accessibilité. Il y a beaucoup de gens qui savent que c'est important, mais ils ne savent même pas où aller faire le test de diabète. Ils ne savent pas combien ça coûte. Et même si c'est 500 francs, 500 francs CFA, ce n'est pas du donné pour tout le monde. Donc, réduire les coûts, etc., favorise l'accès à ces services-là. Donc, sur le plan politique, il faut voir les lois qui encadrent la santé de nos populations pour favoriser l'accès. Maintenant, au niveau de nos communautés, quand les fast-foods poussent partout dans les pays, c'est l'un des meilleurs signes que ça ne va pas sur le plan des maladies cardiovasculaires, sur les maladies non transmissibles. Et il faut qu'il y ait la possibilité que ces acteurs de fast-food-là soient impliqués dans un programme où ils vont cuisiner utile, cuisiner ce qui est bien pour la santé. En tout cas, en être conscient. Réduire la consommation des boissons sucrées, etc. Et maintenant, au niveau individuel, il faut impliquer, même au niveau du ministère de l'Éducation, impliquer dans le curricula des choses en rapport avec les maladies non transmissibles, de sorte que même l'enfant au primaire, au lycée ou à l'université puisse apprendre, voici ce qui peut conduire à un certain nombre de maladies. C'est extrêmement important. Donc il faut que les acteurs travaillent ensemble. Pas le ministère de la Santé seul en vase clos, mais avec des partenaires de la communauté, les associations et les autres ministères pour effectivement venir à bout de cette maladie et d'autres maladies. Merci docteur Niaoné pour ces recommandations et ces différentes interpellations. Alors je vois que Madame Toé a pris note, donc ça dit qu'on espère un feedback positif de la part de votre district 403A3. Quel est le dernier message? Alors, je dis merci à Dr Niaoné pour les recommandations qu'il vient de faire. C'est vrai que nous avons déjà un cadre de travail avec pas mal de partenaires, le ministère de la Santé, les ONG Santé Diabète plutôt, l'association Vivre avec son diabète, ainsi de suite, de même que l'association de santé scolaire et tout. Donc nous sommes effectivement en partenariat avec un certain nombre d'acteurs qui donnent des pistes
donc voilà, d'action. Et ce que vous venez de dire, c'est très riche. En enseignement et en recommandation, nous allons en tenir compte. Et pourquoi pas, peut-être que sur les prochaines actions, on va vous inviter. Voilà. Je suis maman. Ok, ben, formidable. Voilà, peut-être que moi je vais vous rejoindre aussi bientôt, ouais, madame. Avec plaisir. Okay. Donc c'est le lieu pour moi de dire en même temps merci. Merci à tous les partenaires techniques qui nous ont accompagnés jusque-là, parce que le Lions Club à lui seul ne pouvait pas mener toutes les activités que nous avons menées jusqu'à ce jour. Si nous l'avons fait, c'est grâce à ces partenaires. Et au-delà des partenaires techniques, c'est le lieu également de remercier les partenaires financiers. Le plus gros partenaire financier, c'est la LCIF, qui est en fait la fondation du Lions Club International. C'est vraiment le bras financier de cette campagne. Mais au-delà de la LCIF, sur le plan local, nous avons également eu à être accompagnés par des structures comme Canis International, comme Diam, comme AGM Développement et bien d'autres structures, le groupe AJA, Zundi, Ozundi, Marina Market et bien d'autres structures. Je vais m'arrêter là parce que à vouloir tout on est pris par le temps. Voilà. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. Bon courage, bon vent. Et merci en fait à mes spécialistes du jour aussi de toujours œuvrer pour le bien-être des Burkinabés. On se dit à très bientôt. À bientôt. Bonsoir chez vous et merci de nous avoir suivis.